Cette vidéo a été rendue possible grâce à Wondrium. Quelle est votre adresse? Pas seulement le numéro de votre maison ou le nom de votre rue. Où êtes-vous réellement? Dans une ville ou une cité qui se trouve dans un pays, sur un continent, sur Terre? Mais où se trouve la Terre? Elle est dans le système solaire, entre Vénus et Mars, diriez-vous. Mais où est-ce? Le système solaire est la partie principale du nuage de Oort, une vaste collection de comètes, d'astéroïdes et d'objets glacés tourbillonnant aux confins de la sphère d'influence du Soleil. Le nuage de Oort réside dans le nuage interstellaire local, qui se trouve dans la cavité locale du bras d'Orion de la galaxie de la Voie lactée. La Voie lactée est une galaxie spirale, avec de magnifiques bras en rotation composés de millions et millions d'étoiles, tournant tous autour d'un noyau galactique lumineux avec un trou noir supermassif au centre. Avec plus de 100 000 années-lumière de diamètre, la Voie lactée est vaste. Mais ce n'est encore qu'une mince portion de ce que nous pouvons voir. En élargissant davantage, vous verrez un groupe local, avec 30 à 50 petites galaxies et un monstre en route pour une collision, la galaxie d'Andromède. 2 fois plus grande que la Voie lactée, Andromède se précipite vers nous. Nous entrerons en collision dans quelques milliards d'années, nous déchirant mutuellement avant de fusionner en une seule. Mais en élargissant encore plus, la collision imminente de 2 galaxies semble insignifiante. À l'échelle de millions d'années-lumière, la structure du superamas de la Vierge, une collection de milliers de galaxies, devient apparente. Et encore plus imposant est le superamas de l'Aniakea, qui s'étend sur des centaines de millions d'années-lumière, contenant plusieurs autres superamas comme notre Virgo, qui fait lui-même partie du complexe de superamas Poisson-Cétus, un filament galactique de près d'1 milliard d'années-lumière de long. Et c'est maintenant que le réseau cosmique devient visible. Il y a plus de filaments comme le nôtre, ainsi que de grandes chaînes de superamas. Il y a aussi d'immenses étendues d'espace avec pratiquement rien en elles, comme le vide de Boöte, une zone de 330 millions d'années-lumière de large dans laquelle nous avons découvert à peine 60 galaxies, une tache d'encre sur le ciel étoilé. En élargissant encore, nous atteignons enfin le bord de l'univers observable, où la lumière primordiale voyage depuis presque le début du temps, 13,8 milliards d'années, pour atteindre nos yeux. Mais depuis lors, l'univers s'est encore étendu, ce qui signifie que la distance réelle jusqu'au bord de l'univers est d'environ 46 milliards d'années-lumière dans une direction, ce qui signifie que l'univers observable dans son ensemble est une sphère de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Les structures dépassant quelques milliards d'années-lumière sont difficiles à définir avec notre technologie actuelle, en partie parce que nous essayons de cartographier quelque chose que nous habitons, et en partie parce qu'il peut bien y avoir une limite, quelque chose que les scientifiques appellent la fin de la grandeur. Mais à tous les niveaux jusqu'à ce point, planète, système solaire, galaxie, amas, superamas, l'univers est plein de structures. Ce n'est pas un fouillis aléatoire et chaotique. Il semble organisé. Pourtant, l'univers a commencé comme une soupe chaude et dense de particules. Pourquoi devrait-il être structuré? Pourquoi cette soupe chaude a-t-elle évolué en un univers où certaines parties sont remplies de magnifiques bras d'étoiles, tandis que d'autres sont des déserts stériles? Et plus important encore, comment le savons-nous? Comment avons-nous commencé cette chaîne? Tout a commencé par beaucoup de recherches et une exploration approfondie des premiers instants de l'univers. Et une grande partie de cela a été possible grâce à Wondrium, le service d'abonnement éducatif. Et je n'exagère pas. Wondrium s'appelait auparavant Great Courses Plus, qui proposait des séries de conférences de niveau universitaire. Ils ont maintenant élargi leur contenu pour inclure encore plus de contenu. Des récits de voyage et des tutoriels aux documentaires de longue durée, Wondrium est désormais le meilleur endroit pour tout votre contenu de qualité, agréable et qui vous rendra plus intelligent. Un excellent exemple de cela est la série de conférences inégalée de Sean Carroll, Matière noire, Énergie noire. J'en suis actuellement à ma 3e écoute et j'apprends quelque chose de nouveau à chaque fois. 24 conférences de cosmologie de 30 minutes données par le meilleur communicateur scientifique qui soit. Par exemple, cela m'a vraiment aidé à comprendre le raisonnement derrière la théorie de l'inflation. Juste superbe. Je n'exagère pas en disant que sans Wondrium, cette chaîne n'aurait peut-être pas existé. C'est le meilleur service d'abonnement éducatif qui existe. Et ils offrent aux téléspectateurs une excellente offre d'essai gratuit. Alors, obtenez l'excellente éducation que j'ai eue en vous rendant sur wondrium.com/histoire de l'univers. Merci à Wondrium de soutenir l'éducation sur YouTube. Cartographier le cosmos. Nous sommes en l'an 1502
Et Nicolas Copernic devrait étudier la médecine à Padoue. C'est le centre de l'enseignement médical en Europe. Tous les meilleurs enseignants et étudiants s'y rassemblent pour apprendre à soigner les malades. Mais Nicolas est un polymathe. Il apprend la médecine, mais il lit aussi Aristote et Plutarque et Platon, trouvant des failles dans les théories de Ptolémée pendant son temps libre. Après avoir terminé son diplôme, il rentre chez lui en Pologne pour travailler comme médecin pour son père. Cependant, il n'oublie pas le cosmos, ou notre place dans celui-ci. Et ainsi, c'est une décennie plus tard qu'il écrit un pamphlet exposant sa théorie désormais omniprésente. Nous ne sommes pas le centre de l'univers. La Terre orbite autour du Soleil, tout comme toutes les autres planètes. Nous ne sommes pas spéciaux. Nicolas sait le tollé que cela va provoquer. Alors il ne publie pas immédiatement. Ce n'est que dans sa 70e année, certains disent que c'est en fait sur son lit de mort qu'il approuve la première copie imprimée, que le livre est finalement publié. Et il ébranle les fondements même de la science, de l'astronomie, de la philosophie et de la religion. Une idée si dangereuse et fantastique que ses partisans seront poursuivis pendant des décennies après sa publication. L'idée hérétique que notre Terre n'est que la troisième planète parmi tant d'autres. À l'époque, c'était une pensée choquante. Mais ce n'était que le début d'une révélation plus grande. Car si nous ne sommes qu'une planète orbitant autour d'une étoile quelconque, qu'est-ce que cela fait de nous? Pas spéciaux. C'est une réalisation triste au début, mais en y réfléchissant plus profondément, cela ouvre un monde de possibilités. Si nous ne sommes pas spéciaux, qu'y a-t-il d'autre là-bas? Qui d'autre y a-t-il à découvrir? Connue sous le nom de principe copernicien, cette idée est désormais un pilier de la cosmologie moderne et comporte deux principes connexes. La Terre n'est pas spéciale. Nous n'occupons pas une position privilégiée dans l'univers. Par conséquent, les observations depuis la Terre devraient être relativement représentatives des observations faites de n'importe où. Mais est-ce vrai? Une découverte moderne qui a confirmé cela est la détection du rayonnement de fond cosmique micro-ondes, ou CMBR. Un bruit de fond flou, il imprègne le ciel, peu importe dans quelle direction vous regardez. Peu importe la puissance de votre télescope, si vous continuez à zoomer sur une partie du ciel où il n'y a rien, vous détecterez toujours un faible rayonnement micro-ondes, toujours avec presque la même longueur d'onde. Émis à une époque proche du début de l'univers, au moment où la matière s'est suffisamment refroidie pour que les protons capturent les électrons et deviennent un gaz clair, il est partout. À cet égard, notre petite partie de l'univers n'est clairement pas spéciale. L'espace extérieur, peu importe la direction dans laquelle vous regardez, a une température d'environ 2,7 degrés Kelvin. Peu importe si vous flottez dans l'espace proche de la Voie lactée ou au-delà de lointains Méthusaleh, la température moyenne de l'espace vide est à peu près la même. Mais il y a un problème évident avec cela, un problème qui ne nécessite pas un télescope puissant pour être reconnu. Notre adresse cosmique est remplie de structures énormes, galaxies, superamas, grands murs d'étoiles de centaines de millions d'années-lumière de large, et grands vides où il n'y a rien. L'univers n'est clairement pas totalement uniforme. Nous ne sommes pas spéciaux, mais il y a des structures. Comment réconcilier ces deux idées? Toute structure à grande échelle dans l'univers peut être expliquée par deux forces opposées, l'expansion et la gravité. L'univers a commencé chaud et dense, puis a traversé 3 phases d'expansion. La première a duré une fraction de seconde et a été extrême. Cela s'appelle l'inflation. Il a ensuite continué à s'étendre dans une deuxième étape pendant plusieurs milliards d'années à un rythme plus raisonnable, se refroidissant, se dispersant et ralentissant son expansion. Et au cours des derniers milliards d'années, il est entré dans une troisième phase, dans laquelle l'expansion a de nouveau accéléré. Qu'est-ce qui est responsable de ces régimes changeants d'expansion? L'inflation initiale a été théorisée comme étant causée par un champ mystérieux appelé l'inflaton, l'expansion ultérieure par une énergie mystérieuse si déconcertante qu'elle est simplement connue sous le nom d'énergie sombre. En vérité, nous ne savons pas avec certitude. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est de l'existence de la gravité, la tendance de la masse à se regrouper, qui a passé des milliards d'années à se battre contre l'expansion qui s'accélère. Lorsqu'une partie de l'univers primitif est devenue un peu plus dense, cette surdensité a attiré plus de matière, ce qui l'a conséquemment rendue plus massive, et ainsi la gravité a agi encore plus fortement pour attirer encore plus de matière. Des nuages de poussière et de gaz sont devenus des étoiles, qui se regroupent en galaxies, et ainsi de suite. C'était et c'est la gravité faisant ce que fait la gravité, à son niveau le plus basique. Problème résolu. Mais pas tout à fait. Parce que vous ne pouvez pas commencer ce processus avec un univers totalement uniforme. D'où venaient les premières surdensités? Les meilleures réponses que nous avons maintenant ont commencé à être révélées avec des télescopes spatiaux à la fin des années 1980.
et la course pour cartographier l'univers entier avec une résolution de plus en plus élevée. L'explorateur du fond cosmique, COBE, a été lancé depuis la base aérienne de Vandenberg dans le sud de la Californie par la NASA en 1989. La guerre froide se terminait et une nouvelle ère de coopération entre superpuissances mondiales était sur le point de commencer. Et quelle meilleure façon de commencer cette nouvelle ère qu'avec la première photo de bébé de l'univers. COBE avait une mission audacieuse. Prendre des images détaillées de toute la sphère céleste et nous dire à quel point le rayonnement de fond est vraiment uniforme. Le 24 avril 1992, les résultats étaient placardés en première page du New York Times, assez grands pour que le monde entier les lise. Les scientifiques rapportent une vision profonde sur la façon dont le temps a commencé. COBE avait cartographié de minuscules variations, anisotropies, dans le rayonnement de fond cosmique micro-ondes. Elles étaient très petites, juste une partie sur 100 000, mais elles étaient là. Ce résultat fracassant a valu des prix Nobel en 2006 à 2 des astronomes principaux sur le télescope, John C. Mather et George F. Smoot, le comité Nobel le qualifiant de naissance de la cosmologie en tant que « science précise ». Le succès de COBE a conduit la NASA à lancer un autre télescope en 2001, appelé le Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, ou WMAP. Cela a encore prouvé les capacités fracassantes des télescopes spatiaux, et au lieu d'une vague tache de régions sous- et surdenses, WMAP a pu révéler une structure fine, et des motifs ont commencé à émerger. Ainsi, encore une fois, en 2009, le satellite Planck a été lancé par l'Agence spatiale européenne pour obtenir une image encore meilleure de cet univers bébé. Chaque expérience successive a continué à démontrer le même principe. Il y avait de petites fluctuations dans l'univers très primitif, qui, après avoir été étirées par l'expansion et regroupées par la gravité, ont conduit aux structures que nous voyons aujourd'hui. Et il y a des dizaines d'autres expériences, télescopes et satellites, chacun découvrant et cartographiant de nouvelles parties de cette structure. Sur Terre, l'un des meilleurs télescopes pour cartographier l'univers est le Sloan Digital Sky Survey. Perché sur une montagne au Nouveau-Mexique, ce télescope crée une carte du ciel entier d'une manière inhabituelle. Tout d'abord, les astronomes prennent une image optique régulière. Ensuite, ils créent une plaque en aluminium avec un trou précis percé pour chaque étoile, galaxie ou autre objet astronomique dans l'image. Ils passent ensuite un câble à fibres optiques de chacun des trous de cette plaque au spectrographe afin qu'ils puissent trouver les couleurs des étoiles et donc savoir à quelle distance elles se trouvent et à quelle vitesse elles se déplacent. Ces plaques d'aluminium collectrices d'arc-en-ciel sont chacune percées sur mesure et capturent une tranche unique de l'univers. Jusqu'à présent, plus de 10 000 plaques ont été percées. En combinant les données de différentes enquêtes, les astronomes ont réussi à définir l'Aniakea, notre superamas local. C'est notre maison, un groupe de milliers de galaxies toutes liées ensemble par la gravité. Et nos cartes de l'univers sont remplies de nombreux autres endroits fantastiques. Bien sûr, s'étendant de notre propre groupe local de galaxies, se trouve le superamas de la Vierge, dont les tentacules se connectent au superamas du Centaure. Au-delà, se trouve le superamas de Persée-Poisson et le mur du pôle Sud, qui s'étend sur plus d'1 milliard d'années-lumière. Et le grand mur de Sloan est à environ 1 milliard d'années-lumière dans l'autre direction, une structure tout aussi gigantesque. Et certains astronomes pensent que la Voie lactée et une grande partie de l'Aniakea résident en fait dans un autre vide supermassif, connu sous le nom de KBC, proposé pour mesurer près de 2 milliards d'années-lumière de diamètre, bien que son existence soit encore vivement débattue. Mais même ceux-ci ont été éclipsés par une découverte récente. L'arc géant a été découvert en 2021 et se trouve à environ 9 milliards d'années-lumière. On pense qu'il s'étend sur 3,1 milliards d'années-lumière, soit 3,5% du cosmos observable, et est si énorme qu'il remet en question nos hypothèses sur l'univers à la plus grande échelle. Si vous effectuez un zoom arrière complet, un motif apparaît. Les filaments se lient pour former des murs et des amas, avec de grands vides entre eux, la toile cosmique. Mais mathématiquement, quelle est la structure de cette toile? Est-ce comme des boulettes de matière dans une soupe de vide, ou des crêpes de matière disposées à des angles plaisants? Ou peut-être y a-t-il une troisième façon, plus précise, de la concevoir? Étonnamment, répondre à cette question apparemment ridicule, quelle métaphore culinaire ressemble le plus à la structure à grande échelle de notre univers, obséderait le domaine de la cosmologie pendant des décennies? La vérité, l'orgueil et des prix Nobel étaient en jeu. À la plus grande échelle, l'univers ressemble-t-il à une soupe de boulettes de viande, à un nid d'abeilles ou à une éponge?
Un vétéran chevronné du programme atomique soviétique est assis dans son bureau à Moscou, contemplant l'univers. Comment la structure à grande échelle de l'univers est-elle apparue, se demande-t-il. Peut-être que ces contemplations lui ouvrent l'appétit pour le déjeuner. De l'autre côté du monde, un Canadien au tempérament doux est assis dans son bureau à Princeton, contemplant l'univers. Comment de minuscules particules deviennent-elles d'énormes galaxies? Des pensées qui ouvrent aussi l'appétit? Alors peut-être qu'il descend à la cafétéria pour une pause. Le nom de cet astronome en Amérique est Jim Peebles. Il finira par remporter le prix Nobel de physique en 2019 pour ses découvertes théoriques en cosmologie physique. Lui et d'autres de l'école américaine croyaient que la matière dans l'univers était organisée comme des boulettes de viande dans une soupe de faible densité. La matière attirait la matière, ce qui attirait plus de masse, se regroupant en assemblages sphériques approximatifs, laissant de vastes zones de faible densité. C'était une approche ascendante. La structure à grande échelle est formée par le regroupement de structures à plus petite échelle. Pendant ce temps, derrière le rideau de fer, les astronomes soviétiques étaient occupés à développer leurs propres théories. Yakov Zeldovitch était le Russe méditant sur le cosmos. Dans les années 70, il était un physicien renommé qui avait fait ses premières armes dans le programme nucléaire soviétique avant de tourner son attention vers la structure à grande échelle de l'univers. Il a développé une théorie selon laquelle la densité dans l'univers était organisée en crêpes bidimensionnelles. Et là où les crêpes se chevauchaient, vous auriez la formation de galaxies. De cette façon, la structure à grande échelle apparaît en premier, et les galaxies se forment à partir de celles-ci. Dans l'univers de Zeldovitch, il y a de grands vides, avec des filaments au bord des crêpes et des amas, là où les crêpes se croisent. Zeldovitch était un scientifique brillant, avec beaucoup d'influence en Union soviétique. Mais en raison de son rôle, il n'était que rarement autorisé à quitter l'URSS. Ainsi, ses idées ont pris plus de temps à se diffuser qu'elles n'auraient pu autrement. Et donc, au plus fort de la guerre froide, vous aviez Jim Peebles, un Canadien au tempérament doux vivant aux États-Unis, préconisant un univers dominé par des boulettes de viande. Et l'école russe, dirigée par un vétéran endurci du programme atomique soviétique, croyait au modèle des crêpes, boulettes de viande contre crêpes. Il n'y a aucune preuve d'animosité entre les deux, mais sans données solides, chacun restait sur ses convictions. Mais heureusement, entre eux, il y avait un intrus improbable, Martin Rees, un astronome anglais qui deviendra un jour l'astronome royal du Royaume-Uni. Il agissait comme une sorte d'intermédiaire entre les écoles américaines et russes. Les Anglais étaient plus permissifs quant aux réunions auxquelles ils étaient autorisés à assister que les Américains ou les Russes. Et donc, le post-doctorant de Rees, un homme du Kentucky nommé Richard Gott, a ensuite développé une troisième théorie qui correspond mieux aux résultats des expériences ultérieures, comme le Sloan Digital Sky Survey. Gott a rencontré Zeldovitch lors d'une conférence en Estonie, alors partie de l'URSS, en 1977. Et cette rencontre, ainsi que les développements dans l'observation, ont conduit à une nouvelle compréhension de l'univers. Comme le raconte Gott dans son livre The Cosmic Web, Zeldovitch était un personnage. « Utilisez toujours la médiane », a-t-il dit. En Russie, les montres ne sont pas très bien faites. Alors quand les amis se retrouvent, ils comparent les heures sur leur montre. L'un dit 5 minutes avant 5 heures, un autre dit 5 heures, l'autre dit 11 heures. Utilisez la médiane exclamation marque inspirée par le brillant soviétique, Gott a développé une nouvelle théorie. L'univers est comme une éponge. La topologie de l'univers de Gott se situe conceptuellement entre les boulettes de viande américaines et les crêpes russes. Selon lui, les régions de haute densité et de faible densité sont connectées et complémentaires. En d'autres termes, vous pourriez échanger la haute densité contre la faible densité et ce serait pareil. Lorsque de nouvelles cartes comme celle du Sloan Digital Sky Survey sont devenues disponibles, c'est la structure qui a été observée. Ni boulettes de viande, ni crêpes, mais une éponge. Mais ce n'est pas tout ce que nos télescopes ont vu. À mesure que nos méthodes de balayage du ciel se sont améliorées et que nous avons vu plus loin dans le temps avec de plus en plus de détails, quelque chose d'étrange a été observé. Un phénomène que certains appellent la fin de la grandeur. À environ 1 milliard d'années-lumière, l'univers devient finalement homogène, le même partout. La structure à grande échelle disparaît. Pourquoi? Graine cosmique, origine de la structure. Imaginez que vous êtes en équateur, debout sur l'équateur. Regardez dans le ciel nocturne avec un télescope puissant et observez le rayonnement cosmique de fond micro-ondes dans toute sa majesté. Prenez une mesure minutieuse de sa température. Maintenant, volez jusqu'en Indonésie, sur l'équateur, à l'exact opposé de la Terre, et regardez en l'air. Si vous prenez une mesure minutieuse de la température du CMBR, vous constaterez qu'elle correspond à la mesure que vous avez prise en équateur.
La lumière de chaque point a mis environ 14 milliards d'années pour vous atteindre, ce qui signifie que les points seraient maintenant séparés par 28 milliards d'années-lumière. Sauf que l'espace s'est étendu pendant les années intermédiaires. Donc, ils sont en réalité beaucoup plus éloignés que cela. Et pourtant, l'univers n'a que 13,8 milliards d'années. Pour le dire simplement, il n'y avait pas eu assez de temps pour que la lumière que vous avez vue en Indonésie atteigne la lumière que vous avez vue en Équateur. Alors comment pourrait-elle être à la même température? Comment pourrait-elle savoir quelle température choisir si elle ne pouvait pas thermodynamiquement se parler? Coïncidence? Pourriez-vous penser? Alors vous choisissez 2 autres points au hasard dans le ciel. Ils correspondront également à la température à une partie sur 100 000 près. C'est le problème de l'horizon. Lorsque vous regardez le rayonnement de fond micro-ondes, il est extrêmement uniforme. Tout est à la même température, peu importe où vous regardez. Lorsque vous regardez des images colorées provenant d'expériences comme Biomap ou Planck, les différences de couleurs sont trompeuses. Les différences entre le rouge et le bleu sont en fait minuscules. Ce sont des différences d'une partie sur 100 000. À presque tous égards, c'est la même température. Mais cela pose un défi physique fondamental. Et c'est l'une des raisons du développement de l'idée de l'inflation. La théorie, proposée par Alan Guth dans les années 1980, est qu'il devait y avoir eu une expansion très rapide dans l'univers primitif. Avec l'inflation, les parties de l'univers qui sont maintenant séparées par des distances inimaginables pourraient avoir été en très proche proximité dans le passé lointain. Mais pour que l'inflation résolve le problème de l'horizon, l'expansion aurait dû se produire à une vitesse bien supérieure à celle de la lumière. Cela peut sembler contre-intuitif à cause de la limite de vitesse universelle de la lumière, mais cela ne s'applique qu'à la matière et à l'énergie à l'intérieur de l'univers. L'espace lui-même n'a pas besoin de respecter la limite de vitesse. En fait, en raison du taux d'expansion de l'univers, l'espace aujourd'hui continue de s'étendre plus vite que la vitesse de la lumière. 2 galaxies séparées par plus de 15 à 20 milliards d'années-lumière s'éloigneraient l'une de l'autre plus rapidement que la lumière. Cela signifie que la partie de l'univers que vous avez vue en Indonésie et la partie que vous avez vue en Équateur étaient beaucoup plus proches autrefois. Si proches, en fait, qu'elles pourraient s'équilibrer à peu près à la même température et causer la brume d'uniformité que nous voyons en regardant au loin. Mais bien sûr, l'inflation est une affirmation extraordinaire, pour laquelle des preuves extraordinaires sont nécessaires. Et une preuve observationnelle définitive pour cette théorie reste insaisissable. Malgré cela, les preuves indirectes continuent de s'accumuler, ce qui rend l'inflation attrayante. Comme nous le savons, un univers qui a subi une inflation serait homogène, ce qui, à grande échelle, est le cas d'une autre. Un univers inflationnaire serait également plat, ce qui semble être le cas d'une autre. Cette platitude ne se réfère pas au nombre de dimensions, mais plutôt à l'effet de la densité de la matière et de l'énergie sur l'univers. Les cosmologistes peuvent mesurer la forme de l'univers de 2 manières indépendantes. Premièrement, ils peuvent compter toute la masse et l'énergie dans l'univers et la diviser par la densité d'énergie critique, la densité à laquelle l'univers serait plat. Et ils peuvent également la mesurer géométriquement, en mesurant les angles. Sur une sphère à courbure positive, comme la Terre, un triangle dessiné à la surface aura des angles qui totalisent plus de 180 degrés. La géométrie tridimensionnelle de l'univers serait fermée comme cela s'il contenait plus de matière. Finalement, la gravité tirerait tout ensemble dans un Big Crunch. Dans un univers avec moins de matière, l'expansion continuerait éternellement et l'espace serait hyperbolique. Il serait comme la surface intérieure d'un beignet. Dans un univers plat, les lignes droites et les angles ont du sens. Les triangles ont des angles qui totalisent 180 degrés. Et les résultats des 2 types d'expériences montrent que ce que nous avons est un univers plat, ce qui est un autre point en faveur de l'inflation. Et donc, c'est une preuve solide pour la théorie. Mais comment alors l'inflation a-t-elle fonctionné pour créer l'univers que nous voyons? Un univers presque parfaitement homogène, mais pas exactement parfait. Tant de choses peuvent être tirées de la photo de bébé, le rayonnement cosmique de fond micro-ondes, qui montre les effets après les très premières fluctuations de densité dans l'univers primitif. Mais tout ce qui précède le CMBR, qui a été émis environ 380 000 ans après le Big Bang, est obscurci par le fait que tout était trop chaud pour que la lumière voyage en ligne droite. Les électrons excités s'interposaient constamment, et l'inflation est censée avoir eu lieu dans une infime fraction de seconde après la naissance de l'univers. Et il y a donc près de 380 000 ans de physique qui sont cachés par la brume du rayonnement de 3 degrés. D'où venaient les premières fluctuations observées dans le CMB? Il est facile de pointer un arbre et d'expliquer qu'il a poussé à partir d'une graine. Mais d'où vient cette graine?
Imaginez une boîte vide. Fermez le couvercle pour qu'aucune lumière ne puisse y pénétrer. Retirez tout l'air avec une pompe et scellez-la. Refroidissez-la à zéro absolu. Isolez-la avec du plomb pour qu'aucune radiation ne puisse la pénétrer. Est-elle vide? Non. L'univers est un endroit fondamentalement bruyant. Il n'existe pas d'espace véritablement vide. Même s'il n'y avait pas de matière à l'intérieur de la boîte, l'espace est toujours imprégné de champs quantiques avec différentes valeurs à différentes positions. Certains de ces champs, comme le champ de Higgs, donnent aux choses leur masse. D'autres, comme le champ électromagnétique, donnent aux choses leur charge et transportent la lumière. L'une des grandes découvertes de la physique moderne précoce, par des gens comme Heisenberg, Einstein et Planck, était le bruit inhérent de l'univers. Il y a de l'incertitude aux plus petites échelles, qui se manifeste par un léger bourdonnement dans les champs quantiques. Au niveau quantique, même l'espace vide est rempli de champs quantiques dont les valeurs varient aléatoirement. Mais pourquoi cela est-il important pour la structure à grande échelle de l'univers? Pour répondre à cette question, nous devons revenir au tout début. Au début, l'univers observable était chaud, dense et minuscule. Les aussi minuscules fluctuations quantiques étaient en train de bourdonner, avec de très petites différences dans le patchwork bouillonnant des champs énergétiques, comme elles le font aujourd'hui à des échelles aussi petites. Et puis, soudainement et dramatiquement, l'inflation. L'univers observable s'est rapidement étendu de 26 ordres de grandeur en une infime fraction de seconde. Des changements aussi extrêmes sont difficiles à décrire. Nous n'avons pas les mots pour réellement évoquer l'échelle de cette explosion dans nos têtes. 26 ordres de grandeur, c'est un grain de sable de 1 mm de large qui s'étend à un septillion de mètres. C'est 100 millions d'années-lumière, quelque chose à l'échelle de l'Aniakea. Et la violence de cette détonation était stupéfiante. En 10 puissance moins 33 secondes, l'univers observable est passé de microscopique à immense. À toute fin pratique, l'expansion était instantanée. Et ainsi, cette inflation a amplifié le bruit quantique du vide en véritable différence de densité, donnant ainsi à la gravité tout ce dont elle avait besoin pour exercer sa magie attractive, rassemblant la masse en étoiles, galaxies, superamasses et filaments. Ces variations auraient été les premières graines, des fluctuations quantiques inconcevablement petites, les ancêtres de vastes filaments intergalactiques de plusieurs millions d'années-lumière de long, de minuscules glands devenant une vaste forêt. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Une fois l'inflation terminée, l'univers a continué de s'étendre et de se refroidir, mais il est resté extrêmement chaud et dense. Si la structure à grande échelle de l'univers était purement façonnée par l'expansion des fluctuations quantiques, vous vous attendriez à ce que tout soit distribué de manière assez aléatoire. En effet, si vous regardez une population de galaxies et que vous demandez à quelle distance se trouve chaque galaxie par rapport à chaque autre galaxie dans la population, vous devriez voir une relation simple et un regroupement régulier. Les galaxies auraient tendance à être assez proches les unes des autres à cause de l'effet de regroupement de la gravité. Et donc, vous devriez être de moins en moins susceptible de trouver deux galaxies séparées par de plus grandes distances. Mais ce qui n'est pas ce que voyant les astronomes. Lorsqu'ils font ce type d'analyse, ils observent un pic pour les galaxies qui sont proches les unes des autres, comme prévu, et un autre pour une séparation d'environ 150 mégaparsecs. Qu'est-ce qui explique cette surabondance ici qui semble être une distance arbitraire? La réponse réside dans ce que l'on appelle les oscillations acoustiques des baryons, des ondes sonores gigantesques, pendant des centaines de milliers d'années après le Big Bang. Il faisait trop chaud pour que les noyaux atomiques capturent les électrons. L'univers était une mer de particules chargées, et les photons de lumière ne pouvaient pas voyager en ligne droite. Ils étaient renvoyés dans toutes les directions jusqu'à ce qu'ils frappent le prochain électron errant. À mesure qu'ils se refroidissaient, certaines des régions qui étaient plus denses attiraient de plus en plus de matière, mais les photons exerçant une pression lorsqu'ils sont trop proches les uns des autres, et cette pression les poussait vers l'extérieur, emportant avec eux une partie de la matière. Et c'est là que la matière noire entrait en jeu. La matière noire pesait 5 fois plus que la matière régulière dans l'univers. Elle était et restait la force gravitationnelle dominante dans notre univers. La toile cosmique d'étoiles, de galaxies et de filaments est en réalité une toile de matière noire, avec la matière régulière qui suit le mouvement.
Elle représente environ 85% de la gravité dans l'univers, donc tout, de la formation des galaxies au regroupement des étoiles et de l'entilage gravitationnel, est dicté par ses propriétés. Et pourtant, nous ne savons toujours pas vraiment si que c'est. Si que nous savons qu'est-ce que la matière noire interagit gravitationnellement, mais ne semble pas être affectée par l'électromagnétisme, comme la lumière, ou les autres forces fondamentales. Ainsi, à mesure que des amas de densité on commence à se former dans l'univers primitif, les photons finissant par être tellement comprimés qu'ils explosent en une onde féroce de plasma, important avec une partie de la matière régulière, également connue sous le nom de baryon, mais laissant la matière noire derrière, au centre. Imaginez un caillou jeté dans une piscine. Il y a une éclaboussure centrale, puis des anneaux concentriques de vagues. Maintenant, imaginez des millions de cailloux jetés à des moments légèrement différents. Cela créerait un mélange complexe d'éclaboussures, de vagues et de régions où les anneaux interagissent. C'était l'état de l'univers après l'inflation. Mais l'univers se refroidissait. Et une fois qu'il atteignait 3000 Kelvin, les protons pouvaient capturer des électrons et la phase changeait. Au lieu d'un plasma bouillonnant opaque, il devenait un gaz transparent. Au moment où l'univers est devenu transparent, le rayonnement cosmique de fond micro-ondes s'est échappé, et les anneaux en expansion se sont soudainement arrêtés, car les photons qui transportaient la matière n'étaient plus couples à cette matière. Les photons se sont précipités en ligne droite, laissant l'anneau figé à la distance qu'il avait atteinte. Et cette distance est de 150 mégaparsecs, exactement là où nous voyons le 12e pic sur le graphique de séparation des galaxies. C'est l'un des moyens par lesquels les cosmologistes peuvent voir au-delà du sombre en déchiffrant les motifs dans sa distribution apparemment aléatoire. La matière noire est au centre de cette histoire, est en effet de la structuration de l'univers qui a suivi. En fait, à bien des égards, la matière noire est le véritable personnage principal du récit de l'univers, et pourtant elle est restée presque complètement non détectée jusqu'au milieu du XXe siècle. En 1933, un jeune astronome suisse ambitieux nommé Fritz Zwicky a remarqué quelque chose d'étrange à propos de la vitesse des étoiles dans une galaxie. Il a observé que deux mesures indépendantes de la masse d'une masse de galaxies ne correspondaient pas. S'il comptait toutes les étoiles et ajoutait leur masse, il obtenait un chiffre 10 fois inférieur à celui qu'il obtenait s'il calculait la masse en observant les vitesses des galaxies dans la masse. Il a conclu qu'il devait y avoir une énorme quantité de masse invisible. Il faudrait plus de 30 ans avant que d'autres preuves ne viennent éclairer cette question, alors que l'astronome pionnier Vera Rubin s'intéressait aux galaxies spirales. En prédisant les mouvements des étoiles autour du centre des galaxies, les astronomes avaient toujours fait trois hypothèses. 1. La gravité dépend de la distance et de la masse. Plus, deux objets sont proches et massifs, plus la gravité agit sur eux. 2. Les galaxies spirales ont la plupart de leurs étoiles dans leurs régions centrales très lumineuses. 3. Les étoiles au bord des galaxies auraient moins de gravité, agissant sur elles et se déplaceraient plus lentement, qu'est analogue à notre propre système solaire. La plupart de la masse est contenue dans le Soleil, donc les planètes proches comme Mercure, Vénus et la Terre voyageant beaucoup plus vite que les géantes gazeuses Saturne, Uranus et Neptune. Alors imagine la surprise de Vera Rubin lorsqu'elle observe les vitesses des étoiles dans les galaxies spirales voisines. Elle a constaté que la relation entre la vitesse et la distance traquait une ligne droite sur son graphique. Au lieu d'agir comme les systèmes solaires, les étoiles à la périphérie des galaxies spirales se déplaquaient aussi rapidement que celles de leur course. Et donc, il y avait une quatrième hypothèse cachée que les astronomes faisaient, que Rubin a rendue explicite, bien qu'il soit vrai que les galaxies spirales ont la plupart de leurs étoiles dans leur région centrale, les étoiles ne représentent pas la majeure partie de la masse. Pour expliquer cette augmentation de la vitesse, la matière normale, étoiles, poussière, nébuleuse, ne pouvait représenter que 15% de la masse totale de l'univers. Alors, qu'était cette matière noire? La théorie dominante est celle des WIMP, particules massives à faible interaction. Ce seraient des particules élémentaires comme les protons ou les neutrons, mais qui auraient des propriétés particulières. Contrairement aux protons, qui ont une charge et interagissent avec la lumière, ces WIMPs
seraient invisibles et n'interagiraient que par la gravité. Ils seraient également soit beaucoup plus lourds, soit beaucoup plus nombreux pour compenser la masse manquante dans l'univers. Aujourd'hui, nous savons que toutes les galaxies, à l'exception de certaines galaxies naines, ont de plus grands halos de matière noire qui les entourent. Les scientifiques estiment que le halo de la Voie lactée pourrait s'étendre jusqu'à 15 fois plus loin que la matière que nous pouvons voir. Les recherches pour ces particules, dans des collisionneurs de particules comme le Grand Collisionneur de Hadron en Suisse, dans d'immenses cuves de gaz nobles en Antarctique et d'autres endroits, n'ont jusqu'à présent pas abouti à une preuve définitive de la théorie des WIMP. Mais les scientifiques sont optimistes, car la matière noire explique tant de choses sur la structure à grande échelle de l'univers. Cela donne un sens à tout, les échos des ondes de choc baryoniques, les vitesses des galaxies et les motifs de regroupement. Dans la croissance de la structure à travers l'univers, la matière normale, ce que nous voyons et sommes, n'est en réalité qu'un acteur secondaire. Le rôle principal dans la construction de l'univers revient à cette mystérieuse matière invisible, et ainsi, des minuscules fluctuations quantiques, des ondes sonores gigantesques et enfin des marées vastes de matière noire, notre univers en toile est né. Problème résolu? Pas tout à fait. Il y a d'autres mystères structurels là-bas. Des mystères que nous n'avons même pas encore commencé à démêler. Problème, avec Copernic. Nous allons tous dans la même direction. Nous tournons sur la Terre, qui tourne autour du Soleil, qui spirale autour de la galaxie, qui elle-même est en mouvement. Mais en zoomant beaucoup plus loin, toutes les galaxies autour de nous dans l'Aniakea sont attirées vers le même point dans l'espace. Nous allons tous dans la même direction. Où allons-nous? Dans les années 70, alors que les scientifiques étudiaient le CMB pour la première fois, il est devenu clair que notre groupe local de galaxies n'était pas stationnaire. Il bougeait par rapport au CMB. En fait, nous nous précipitons à environ 1000 km par seconde, vers un point situé à 250 millions d'années-lumière. Ce point a été surnommé le Grand Attracteur. Mais qu'y avait-il? Pourquoi ce point particulier et non un autre? Si, selon le principe copernicien, aucun point dans l'espace n'est plus spécial qu'un autre. Pourquoi tant de masse se déplace-t-elle vers ce point précis? Nous ne le savions pas à l'époque, et nous n'en sommes toujours pas sûrs. Un défi était que ce que nous cherchions était très difficile à observer car il fallait regarder à travers le centre de notre propre galaxie, une zone connue sous le nom de zone d'évitement, et une zone à travers laquelle notre vue est obscurcie par la poussière interstellaire. Mais nous pouvions la voir à travers des rayons X, et cette méthode a révélé un groupe de galaxies connu sous le nom de Noma Cluster. Mais cela seul ne suffisait pas à couvrir le flux de galaxies observées. Et ainsi, les scientifiques ont observé le Grand Attracteur et sont parvenus à une conclusion remarquable. Il est lui-même en mouvement vers une source de masse plus grande. À 650 millions d'années-lumière se trouvait un superamas massif, le plus grand depuis 1 milliard d'années-lumière. Connu sous le nom de superamas de Shapley, ce géant contient la masse de près de 10 000 voies lactées. Mais ce n'était pas la fin. En 2017, des chercheurs ont proposé un autre élément. Surnommé le Dipole Repeller, il s'agit d'un grand vide dans la direction presque opposée au superamas de Shapley. Alors que Shapley attire, cette zone de l'espace ne repousse pas littéralement, mais sa sous-densité signifie qu'elle ne peut pas surmonter les forces gravitationnelles plus puissantes. Et nous sommes pris en sandwich au milieu de ce flux stellaire massif, qui mesure presque 1 milliard d'années-lumière. Bien que cela puisse sembler imbattablement grand, ce n'est que le début des bizarreries structurelles qui apparaissent dans la cartographie à grande échelle du cosmos. Un mystère de longue date qui a été mis en lumière au début des années 2000 était lié à l'homogénéité présumée de notre univers. Le problème est assez simple. Si vous divisez la sphère du CMBR en 4 ou 8 parties, le quart supérieur droit est en moyenne plus chaud que le quart inférieur gauche. Cet effet disparaît si vous divisez le ciel en de plus en plus de morceaux. Mais pour le quadripôle et l'octupôle, l'angle de la ligne entre la partie chaude et la partie froide correspond presque exactement au plan de notre système solaire. C'est un résultat si étrange que les astronomes l'ont surnommé l'axe du mal, car il menace de briser nos idées les plus fondamentales sur l'univers. Pourquoi le fond de l'univers serait-il aligné avec notre système solaire? Nous ne savons pas. Personne ne le sait. Le scientifique en chef du télescope WMAP, Charles Bennett, pense que cela doit être une coïncidence. Il est cité dans New Scientist en disant « Je pense qu'il y a un petit effet psychologique. Les gens veulent trouver des choses inhabituelles. Mais même avec de nouvelles données provenant du télescope Planck, l'effet est reproduit. » Dans les mots de Dominique Schwartz de l'université de Bielefeld en Allemagne, pendant longtemps, une partie de la communauté espérait que cela disparaîtrait, mais ce n'est pas le cas. C'est toujours totalement inexpliqué. Nous comprenons tellement de choses sur notre monde physique.
nous pouvons envoyer des satellites dans le ciel pour prendre des photos de bébés de l'univers et utiliser ces images pour remonter le cosmos à ses premiers moments. Entre la relativité générale et le modèle standard de la physique des particules, nous pensons avoir tout compris. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Pour avoir une structure dans l'univers doit d'abord commencer. Alors, comment avons-nous commencé? Qu'est-ce qui a déclenché l'inflation? La réponse à cette question peut être cachée dans les motifs des plus grandes structures de l'univers. Une idée est que, dans l'univers primordial, il y a une mer bouillonnante d'énergie du vide dense, et il suffit de quelque chose pour déclencher une bulle inflationnaire, qui se développe ensuite en un univers. Mais rien ne dit que le nôtre était la seule bulle inflationnaire. Peut-être qu'un autre univers s'est formé à proximité, juste de l'autre côté du CMBR. Et s'il a traversé une inflation, il pourrait entrer en collision avec nous. C'est donc un grand mystère auquel le CMB pourrait encore détenir la réponse. De grandes taches dans le ciel, résultant de collisions avec d'autres univers bulles. Nous n'avons encore rien vu, mais même la possibilité d'une preuve pour les théories du multivers est si rare que simplement une méthode pour trouver une lueur de preuve suffit à exciter les scientifiques. Où êtes-vous? L'univers observable, l'Aniakea, superamas de la Vierge, groupe local, Voie lactée, bras d'Orion, cavité locale, nuage interstellaire local, nuage de Oort, système solaire, Terre. À chaque échelle, il y a de la structure, il y a de l'ordre. Cette structure est gouvernée par des principes simples. La gravité, dominée par la matière noire, et l'expansion, désormais conduite par l'énergie sombre, mais qui, à un moment donné, était le résultat de l'inflation. Et pourtant, ces principes transforment la matière et l'énergie en d'énormes structures magnifiques, baignées dans la douce lueur du rayonnement cosmique de fond de micro-ondes. Copernic, Shapley, Zwicky, Rubin, Zeldovich, Peebles, Gott, tous ces scientifiques et les équipes qui les ont soutenus nous ont menés aussi loin dans la découverte de ces secrets. Et pourtant, malgré tout ce que nous savons, il reste encore des mystères, là-bas, écrits dans les étoiles. À ce stade, n'avez-vous pas vu cet autre documentaire sur l'espace? Moi, je ne le manquerai pas.